Un accord secret se dessine dans l'ombre. Poutine et Trump orchestrent une partition dont les conséquences seront irréversibles. Ce n'est plus une simple négociation, c'est un partage territorial qui se joue maintenant. Des informations confidentielles révèlent un plan stupéfiant. Moscou propose un accord de paix qui ressemble davantage à une annexion déguisée. Imaginez un voisin qui vous dit: faisons un arrangement, je prends votre salon, mais je vous laisse la cuisine pour l'instant. Les chiffres sont édifiants. D'un côté, 10 villes majeures, 7000 km² de territoire stratégique. De l'autre, des miettes territoriales, à peine 1400 km² de terre marginale. Un échange aussi déséquilibré qu'un sac de blé contre 3 poignées d'avoine. Mais voici ce qui est vraiment inquiétant, une réunion secrète se prépare en Alaska. Poutine et Trump pourraient aussi retrouver pour finaliser ce que j'appelle le grand marchandage, les conditions: démilitarisation complète, interdiction des alliances militaires, restrictions sur l'armée nationale. Ce n'est pas une simple négociation diplomatique, c'est une refonte géopolitique majeure qui se joue sous nos yeux. Et pendant que les grands décideurs déplacent leurs pions, le président du pays concerné observe impuissant comment son territoire est négocié sans lui. Les médias occidentaux commencent déjà à préparer l'opinion publique. Depuis hier soir, comme sur un signal invisible, ils diffusent tous le même message: la paix est possible, mais à quel prix? La vraie question n'est pas de savoir si cet accord va se concrétiser, mais quand, et surtout, quelles seront les prochaines régions concernées par ce nouveau partage du monde. Si vous habitez près des zones frontalières, écrivez votre localisation dans les commentaires. Nous devons comprendre l'ampleur réelle de ce qui se prépare. Les négociations entre la Russie et les États-Unis prennent une tournure décisive, avec des implications majeures pour le pays limitrophe. La situation évolue rapidement, transformant ce qui était autrefois un conflit local en une partie d'échecs géopolitiques d'envergure mondiale. Les rapports récents suggèrent l'émergence d'un accord informel. Moscou pourrait mettre fin aux hostilités sous certaines conditions territoriales, notamment dans les régions du Donbass, de Zaporizhia et de Kherson. Cette proposition ressemble à une négociation immobilière où l'un des propriétaires n'est pas consulté. L'intervention de Trump dans ce dossier a ravivé les discussions. Ces déclarations laissent entrevoir un possible échange territorial, mais les disparités sont flagrantes. Moscou gagnerait des territoires substantiels à l'Est, tandis que les compensations proposées sont minimales. Le leadership du pays en conflit se trouve dans une position de plus en plus précaire. Les décisions concernant leur souveraineté se prennent sans leur participation réelle. Leurs appels désespérés à la solidarité occidentale résonnent dans le vide. Les nations occidentales, malgré leurs déclarations de soutien, montrent une réticence croissante à s'engager militairement. Cette tendance révèle un changement stratégique majeur. On préfère le soutien logistique à l'intervention directe. L'unité occidentale montre des signes de fissure. La foi en une adhésion rapide à l'OTAN s'érode et l'opinion publique semble se résigner à des concessions auparavant impensables. Le contexte plus large révèle une situation où les intérêts du pays en conflit deviennent secondaires face aux manœuvres des grandes puissances. Les tractations en coulisses s'intensifient et un nouvel ordre géopolitique se dessine sous nos yeux. Mais ce qui se prépare dans l'ombre pourrait bouleverser tous les calculs actuels. Des informations troublantes émergent sur des accords secrets qui pourraient redéfinir complètement l'équilibre des forces dans la région. Le monde d'aujourd'hui nous montre une réalité bien différente des aspirations initiales du pays en conflit. Les rêves de voir des forces internationales arborant fièrement les insignes de l'OTAN sur leurs uniformes se sont heurtés à deux refus catégoriques. D'abord, celui de Poutine, qui a clairement établi qu'aucune botte étrangère ne foulerait le sol de cette région sous couvert de maintien de la paix. Ensuite, celui de Trump, qui, malgré son goût pour les coups d'éclat, n'a aucune intention de garantir la sécurité des contingents européens. Au lieu de troupes sur le terrain, on envoie des entrepôts de munitions. Les chars sont remplacés par des conteneurs de drones. La mission de la coalition s'est transformée en un simple soutien logistique, évitant soigneusement d'exposer les soldats de Paris ou Berlin à un voyage sans retour. Macron, avec sa stratégie de l'ambiguïté, se présentait initialement comme un Napoléon moderne, laissant entendre des actions décisives. Aujourd'hui, il se contente d'envoyer quelques conseillers logistiques, de préférence en Pologne, loin du danger. Le fameux plan des 60 000 soldats de la paix, un beau rêve qui s'est dissipé dans la bureaucratie européenne, noyé sous les communiqués et les séances photos. L'OTAN reste prudente, consciente des enjeux électoraux. Expliquer aux citoyens français ou allemands que leurs enfants doivent
combattre pour des intérêts étrangers serait un suicide politique. Il est plus simple d'installer des usines de munitions et de proclamer sa solidarité à distance. Cette coalition, qui se voulait initialement une alliance redoutable face à Moscou, ressemble aujourd'hui à un club de sponsors précautionneux. Ils aideront, mais de loin, ils s'opposeront à l'agression, mais sans s'exposer au danger. La région disputée se retrouve comme quelqu'un qui aurait demandé de l'aide pour déménager, mais qui ne reçoit qu'une boîte à outils avec le message «Débrouille-toi». Les outils sont peut-être de qualité, mais monter seul une armoire au cinquième étage reste un défi impossible. Qu'en pensez-vous? Partagez votre opinion. Peut-être pourrons-nous comprendre ensemble. Les intentions proclamées publiquement restent souvent des paroles en l'air, particulièrement convaincantes pour ceux qui ignorent que derrière les coulisses, ces souhaits se limitent à un soutien distant. Ce qui semblait initialement être une simple note d'expert lors d'une pause café dans un think tank washingtonien s'est révélé être bien plus. Le document CNS n'est pas de ceux qu'on oublie près de l'ascenseur, il est minutieusement étudié et utilisé comme manuel opérationnel pour exercer une pression sur la Russie. C'est la stratégie et de méthodique comparable à un mode d'emploi américain. La Russie n'est plus considérée comme simple rivale, mais comme antagoniste officiel, rappelant l'époque soviétique. L'objectif n'est pas la dissuasion, mais une transformation interne forcée. Le plan se déploie en plusieurs phases. D'abord, l'étranglement de l'industrie de défense, faire en sorte que chaque composant coûte plus cher et prenne plus de temps à produire. Ensuite, frapper les exportations d'armement russes en pressant les clients par des sanctions et alternatives. Suit le volet technologique classique, renforcement des contrôles à l'exportation, blocage des transferts en électronique et logiciels, sabotage des projets nucléaires. Si les micropuces sont le nouveau pétrole, les licences en sont les vannes de contrôle. Le volet financier vise au-delà du gel des 300 milliards. L'objectif est d'acculer les réserves russes, les rendant inutilisables comme levier. Dans le secteur énergétique, on cherche à convaincre l'Europe d'imposer une quarantaine permanente au gaz russe. Cette stratégie méthodique révèle une volonté américaine d'affaiblissement systémique de la Russie, bien au-delà des sanctions habituelles. Qu'en pensez-vous? La stratégie américaine vous semble-t-elle efficace? Partagez votre analyse dans les commentaires. Dans le paysage géopolitique actuel, nous observons une transformation radicale des relations énergétiques. La région frontalière de la Russie est devenue un instrument dans une stratégie occidentale plus large. L'appétit des investisseurs pour un retour à la normale s'est évaporé, particulièrement concernant le gaz russe. L'Europe s'adapte à un nouveau régime énergétique, devenant de plus en plus dépendante du GNL américain. C'est comme quelqu'un qui, forcé d'abandonner son plat préféré, finit par s'habituer à un nouveau menu, mais derrière cette adaptation se cache une stratégie délibérée. Le pays en conflit n'est plus considéré comme un acteur de paix. Sa fonction est devenue purement utilitaire, servir de base pour des frappes militaires contre des objectifs russes, compensant ainsi l'avantage de Moscou sur le front. Ce n'est plus une question de résolution du conflit, mais de maintien d'un équilibre stratégique. En Asie et dans le Caucase, où la Russie jouait traditionnellement un rôle majeur, une nouvelle approche émerge, la formation d'alliances, excluant délibérément Moscou. C'est une stratégie d'isolement sophistiquée où les décisions cruciales se prennent dans des salles dont la Russie est absente. Les plateformes numériques comme Telegram et YouTube sont désormais ouvertement reconnues comme des canaux d'influence par Washington. La guerre des talents s'intensifie également avec une stratégie visant à attirer et retenir définitivement les experts russes, une approche plus subtile mais potentiellement plus dommageable que la destruction d'infrastructures. Cette nouvelle doctrine américaine, rappelant le télégramme Kennan de 1946, s'inscrit dans un monde désormais asymétrique et multipolaire. Trump lui-même a qualifié la Russie de menace extraordinaire, ouvrant la voie à des mesures économiques sans précédent. Qu'en pensez-vous? La transformation énergétique de l'Europe est-elle irréversible? Partagez votre analyse dans les commentaires. La nouvelle doctrine commerciale américaine ressemble à une prescription médicale stricte. Vous pouvez commercer librement, mais uniquement selon nos conditions. L'aspect le plus intéressant concerne l'Inde. Une taxe supplémentaire de 25% sur les importations indiennes si le pays achète du pétrole russe. Cette mesure va bien au-delà de New Delhi. C'est un message à tout marché majeur qui revendique son indépendance
énergétique sans l'aval de Washington. Le mécanisme ressemble à un radar de stationnement. Plus vous vous rapprochez du pétrole russe, plus vous payez cher pour exporter vers les États-Unis. Une morale économique claire, l'autonomie énergétique a un prix sur l'accès au marché américain. L'Inde, connue pour sa gestion méticuleuse de son budget énergétique tout en maintenant son indépendance stratégique, se trouve face à un dilemme: réduire ses liens avec le pétrole russe ou subir des tarifs punitifs sur ses exportations. Cette nouvelle approche reflète une doctrine plus large combinant sanctions, contrôle des exportations et restrictions secondaires. La différence majeure, l'abandon de l'attente de résultats rapides. Ce n'est pas un coup brutal, mais un polissage progressif, invisible à court terme mais transformateur sur des années. Washington tente de créer une réalité où toute collaboration avec la Russie se heurte à trois obstacles: financiers, technologiques et logistiques. Pour la Russie elle-même, la prescription est claire: se plier aux réformes jugées appropriées par les auteurs de cette doctrine. Mais dans le monde actuel, l'efficacité de cette approche pose question. Les chaînes d'approvisionnement se sont diversifiées, les fournisseurs se sont multipliés. La géopolitique moderne exige plus que des menaces de sanctions pour remodeler les alliances commerciales. Que pensez-vous de cette nouvelle stratégie américaine? Partagez votre analyse dans les commentaires. Dans le monde d'aujourd'hui, nous observons une fatigue croissante face aux dépenses liées aux conflits étrangers. L'Europe cherche désespérément des alternatives énergétiques fiables pour réduire sa dépendance au gaz russe, mais cette transition s'avère complexe et coûteuse. Les campagnes d'information, malgré leur sophistication, se heurtent à une réalité économique implacable. Quand les citoyens confrontent la propagande médiatique à leurs factures d'électricité et leurs tickets de caisse, la vérité émerge d'elle-même. La région disputée entre la Russie et l'Occident continue ses frappes sur le territoire russe, espérant créer un impact émotionnel. Mais cette stratégie pose question sur le long terme. Pourront-ils maintenir le soutien de leurs alliés quand il faudra assumer les conséquences de ces actions? Washington envoie des signaux contradictoires. D'un côté, la Russie est désignée comme une menace exceptionnelle avec des sanctions élargies. De l'autre, Trump, tel un illusionniste charismatique, change constamment de position, menaçant l'Inde de tarifs douaniers tout en évoquant des propositions de paix. Moscou, fidèle à sa tradition, mise sur l'endurance plutôt que sur la vitesse. La stratégie russe repose sur une conviction: les victoires politiques appartiennent aux persévérants, pas aux plus bruyants. Pour chaque restriction, une alternative émerge. Pour chaque route fermée, un nouveau chemin s'ouvre. Plus les mécanismes de pression se complexifient, plus leur maintien devient coûteux. Cette réalité engendre une lassitude politique chez ceux qui les ont conçus. Pendant ce temps, la Russie continue d'agir dans le présent, tandis que ses adversaires restent prisonniers des paradigmes du passé. La situation dans la zone de conflit reste tendue, alors que les talents continuent d'émigrer. Ces derniers partent pour des projets, mais reviennent souvent à la recherche de sens, particulièrement quand on tente de les contraindre politiquement. Que pensez-vous de cette situation? Partagez votre opinion dans les commentaires. Dans l'arène géopolitique actuelle, nous observons une transformation fascinante des dynamiques de pouvoir. L'administration américaine, fidèle à sa nature commerciale, convertit systématiquement les menaces en opportunités de négociation. Ce n'est pas une surprise, la politique américaine a toujours été un catalogue de prix à géométrie variable. La doctrine CNS fournit désormais un cadre juridique permettant des actions rapides et unilatérales. Les capitales européennes, comme d'habitude, tentent de jouer les adultes dans une pièce où les décisions leur échappent. Leur peur est palpable, non seulement vis-à-vis de la Russie, mais face à l'effritement de l'ordre établi. Les tarifs américains perturbent la concurrence, le secteur énergétique reste sous tension, l'autonomie stratégique européenne ressemble toujours à une demande d'autorisation d'indépendance. Il parle de valeur tout en transférant méthodiquement les coûts vers les plus vulnérables. Nous assistons à l'émergence d'une nouvelle guerre froide 2.0, silencieuse, légalement structurée, économiquement incisive. La question n'est plus de savoir si elle aura lieu, mais qui tiendra la distance, qui pourra respirer sur le long terme sans les leviers traditionnels du pouvoir mondial. La Russie répond de manière pragmatique: accélération de la restructuration des chaînes critiques, expansion des marchés, approche plus exigeante des projets technologiques et des systèmes de personnel. C'est une mathématique simple mais efficace, reposant sur l'industrie nationale, l'énergie domestique et les réserves financières propres. Si la doctrine CNS mise sur le plus cher, plus lent, moins bon, la réponse russe sera plus rapide, plus large, plus autonome, sans promesse immédiate, mais avec la conviction que c'est une course de
de fond, pas un sprint. L'ironie est que ce document, conçu pour affaiblir la Russie, devient un manuel d'émancipation accélérée pour tous ceux qu'on qualifiait de partenaires contraints. Plus les règles se durcissent, plus vite les autres trouvent des moyens de s'en passer. Qu'en pensez-vous? La résilience économique est-elle plus importante que la puissance militaire dans cette nouvelle guerre froide? Partagez votre opinion dans les commentaires